vrai que j'ai préfacé le livre. Bon, ce qui est aussi vrai, c'est que c'est moi qui a été consulté. Je ne sais pas si j'étais le seul, mais de toute façon, j'étais une des personnes, ou la personne, ça je ne sais pas, qui a été consultée par l'éditeur l'année passée, en février, en me demandant de lire le manuscrit en anglais qui n'avait pas paru encore à ce moment. Alors j'avais lu le livre en anglais déjà avant que le livre ait paru en anglais. Et c'est à la demande de Amsterdam University Press que j'ai lu ce manuscrit pour donner un conseil, si ça valait la peine de l'éditer en néerlandais, oui ou non. Et après que j'ai lu le livre, je dois vous dire, et maintenant j'arrive de plus en plus sur le contenu du livre, je dois dire que moi-même, et beaucoup ici savent que j'ai pas mal d'expérience avec la région et aussi avec tous les côtés des conflits dans la région, inclus le côté des massacres et des crimes de masse par le régime actuel au pouvoir au Rwanda, c'est-à-dire le régime RPF, FPR. Alors j'avais déjà beaucoup d'expérience sur ce plan-là, mais je peux vous dire que quand j'avais lu le manuscrit en anglais, déjà au mois de, je pense que c'était janvier ou février l'année passée, que j'avais un très mauvais sommeil après. Parce que ce qui se trouve dans le livre, pour moi au moins, probablement pas pour certaines personnes ici, mais pour moi, c'était encore plus grave que je m'avais imaginé. Naturellement, j'avais déjà, et c'est avec cette histoire que je commence le préface du livre, c'est le premier élément, point de vue contenu, que je voudrais, pas loin de Rusumo, dans le parc d'Akagera, et ils ont vécu des choses horribles au moment qu'ils ont tout d'abord vu passer les Interahamwe chez eux au ranch, mais après le passage des Interahamwe, qui était pour eux-mêmes, pour le ranch, pas trop, disons, pas trop terrifiant, il a pu maîtriser cette situation. Ce qui s'est passé ailleurs, ils ne savent pas parce qu'ils n'ont pas vu de leurs propres yeux, parce qu'ils sont restés dans leur ranch. Mais après un certain temps, je ne vais pas aller dans tous les détails ici, mais après un certain temps, ce sont les militaires de l'FPR, c'est-à-dire des militaires swahilophones, anglophones qui sont passés et qui à un certain moment les ont amenés, les ont pris avec eux en otage, et pendant une dizaine de jours, ce couple est resté avec ces militaires et ils ont vu sur place, et on parle maintenant du 3e semaine du mois d'avril, si je me rappelle bien par cœur, je pense que c'est du 21 jusqu'au 29 ou 30 avril, quelque chose comme ça. Ils ont vu devant leurs propres yeux les grands massacres par les militaires de l'FPR dans cette région-là, c'est-à-dire surtout la région de Kibungo et les environs, c'est-à-dire l'est du Rwanda. J'avais fait connaissance fin 97, j'avais fait connaissance du couple, pas parce qu'ils m'avaient contacté eux-mêmes, mais parce que par une amie intermédiaire qui m'a dit que, sachant que je m'occupe du dossier, il faut une fois parler avec ces gens-là. Entre-temps, ils étaient de retour en Belgique. Et j'ai parlé avec ces gens, tout d'abord toute une après-midi. J'ai noté beaucoup des choses qu'ils ont voulu me raconter à ce moment, sans caméra. Et après cet après-midi, j'ai vérifié auprès d'autres sources que j'ai ici en Belgique. J'ai essayé de vérifier leur histoire. Et me basant sur cette vérification, j'ai décidé que ça valait la peine de proposer à la VRT de faire un documentaire de leur histoire. Et après quelques semaines, j'ai pu faire une interview de 3 heures avec le couple. Cette interview on a tapé complètement, hein, on a transcrit l'interview. Et avec ce matériel, j'ai revisité de nouveau au moins 5 personnes, quant à moi, très fiables pour vérifier. Pas seulement le professeur Elkins, qui avait déjà publié son rapport de 95 sur les crimes par l'FPR, mais aussi d'autres personnes qui connaissaient très bien
cette situation. Et me basant sur cette vérification, je ne pouvais attraper le couple Guérin-Martinez à aucun mensonge, même pas des doutes sur les dates et les moments qu'ils ont été présents sur place et les résultats de ce qu'ils ont vu, etc. J'ai vérifié de nouveau les images que nous avions à la VRT reçues dans le temps de cette région-là. Vous savez qu'il y avait déjà, dès mi-avril, troisième semaine d'avril, il y avait beaucoup de réfugiés en Tanzanie, à ce côté-là. Et alors, il y avait des équipes de télévision, des agences de presse internationales qui avaient visité ces réfugiés, dans les camps de réfugiés, à côté de Rouzoum, en France. Et ils ont, de temps en temps, ils ont fait des passages au Rwanda même, dans le pays même, toujours guidés par l'FPR, toujours guidés par les militaires de l'FPR. Mais ces images-là, et je parle maintenant des images de fin avril, début mai, mi-mai, ces images-là, quand je commençais à les regarder avec l'information que j'avais reçue, pas seulement du couple, mais aussi des autres sources que j'avais vérifiées, me donnaient des informations supplémentaires. Et cette information supplémentaire m'indiquait que sans doute, pas mal de morts qu'on voit sur ces images, et je ne dis pas tous les morts, mais pas mal de morts sur ces images, ne pouvaient pas être des morts par les Interahamwe, mais bien des morts par l'FPR. Pour la simple raison que si on a un peu d'expérience, et je m'excuse de parler de ces choses d'une façon un peu cool, hein, mais bon, c'est mon métier aussi. Si on regarde l'état des corps, on peut savoir plus ou moins si ces gens ont été assassinés il y a un jour, une semaine ou un mois. Je ne dis pas qu'on peut dire, par vue immédiatement, dire que quelqu'un est assassiné 3 jours ou 4 jours passés, ça je ne peux pas, ça c'est pour les spécialistes. Mais on peut bien savoir si c'est un mort d'il y a une semaine ou si c'est un mort tout frais ou un mort d'il y a un mois. Et c'est sur base de cela que j'ai fait ce documentaire qui est passé à la VRT au mois de janvier 98, sous le titre de le Killing Fields version 2, hein, en disant que il y a d'autres choses qui s'est passé encore à part de ce qu'on sait déjà, génocide, etc., sur les Tutsis, etc. Avec tout ça dans ma tête, j'ai été contacté beaucoup plus tard, en 2014, j'ai été contacté par une journaliste du nom de Judy River, que je ne connaissais pas du tout. Je sais qu'il y a beaucoup de messages par le régime qui disent que Judy et moi, que nous collaborons depuis beaucoup d'années et tout ça. Ce n'est pas vrai du tout. Je n'ai jamais collaboré avec Judy River. Le fait que j'ai vérifié la traduction et que j'ai écrit la préface, si on pourrait appeler ça une collaboration, bon, oui. La seule chose qui s'est passée, c'est que Judy avait vu ce documentaire. Je sais que quelqu'un, je ne sais même pas qui, a mis ce documentaire, c'est pour ça que je vous ai expliqué un peu ce contenu, qui avait mis, je ne sais pas qui l'a fait, mais à un certain moment, quelqu'un, peut-être quelqu'un qui se trouve ici, a mis ce documentaire sur YouTube, avec aussi des traductions en français en dessous, et je pense même, mais je ne suis pas tout à fait sûr, qu'il y a même une version avec sous-titrage en Kinyarwanda. Mais je ne m'étais pas, enfin, ça, c'est pas mon affaire, mais Judy l'avait remarqué, et elle avait vu ce documentaire, elle avait un peu vérifié qui je suis, parce que une journaliste canadienne et un journaliste flamand, évidemment, on parle d'autres langues, ce n'est pas évident pour elle, elle ne comprend pas le néerlandais, alors c'est pas évident pour savoir qui je suis et qu'est-ce que je fais comme travail. Mais sur base de ça, elle m'a contacté en 2014. Et elle m'a dit, je viens en Belgique, en Hollande et en Belgique pour vérifier, pour faire des interviews avec des gens, pour vérifier des choses que j'ai recueillies, parce que je suis en préparation d'un livre. Est-ce que vous êtes prête à me rencontrer? Je dis, évidemment, je suis toujours prêt à rencontrer tout le monde. Si M. Kagame m'appelle demain, je vais volontiers le rencontrer.
Et j'ai dit à Judy River, on fait le rendez-vous à côté de la VRT. Il y a une brasserie très très calme, surtout pendant la journée. On a fait le rendez-vous là-bas. Et on a parlé, je pense que c'était le mois de mai, si je me rappelle bien. On a parlé pendant une heure et demie. C'était très intéressant pour moi de l'écouter parce qu'elle avait beaucoup de sources et de témoignages que moi-même je n'avais pas, mais vice-versa aussi. Je pouvais indiquer des personnes intéressantes, des contacts, certains rapports qui peut-être auraient pu l'échapper. Alors, on a parlé, mais de plus en plus, je me rendais compte de ce qu'elle était en train de faire. Elle était à ce moment en pleine préparation du livre qui existe maintenant et qui va très très loin dans les recherches, parce que la grande différence entre le livre de Judy et certains travaux académiques qui ont été faits sur le déroulement des choses au Rwanda, la grande différence, c'est que dans les études académiques, on a déjà écrit pas mal, pas seulement Reinkens, aussi d'autres, ont déjà écrit sur les atrocités, les crimes de masse, les tueries par l'FPR, mais jamais en grand détail. C'était plutôt des analyses qui ont été faites sur base de certaines indications, des théories, évidemment aussi des rapports comme le rapport Gersony qui était déjà connu évidemment, mais pas dans les détails très spécifiques sur certains incidents, certaines tueries de masse, etc. En 2014, je connaissais déjà ma femme, enfin Marie, qui avait devenu ma femme en 2012, enfin on est ensemble depuis 2011, et sur base des choses qu'elle m'avait déjà racontées, mais pas seulement elle, mais beaucoup de choses qu'elle m'avait racontées confirmaient des on-dit ou des histoires que certaines personnes, comme Joseph Matata par exemple, m'avaient déjà racontées depuis beaucoup d'années. Par exemple, sur les choses à Gabiro, les grandes tueries à Gabiro, des choses comme ça. Mais c'est très difficile d'avoir de vraies confirmations. Et je découvrais très vite que ce que Judy était en train de faire, c'est d'aller vraiment dans les détails très profonds. Et à un certain moment, je lui pose la question, mais Judy, avec tout ce que tu fais, est-ce que tu n'as pas peur? Parce que c'est quand même dangereux, vous savez ce qui se passe par-ci par-là. Elle dit oui, c'est vrai, je dois être prudent, mais dit-elle, j'ai quelque chose de très spécial. Est-ce que vous voyez la personne qui est quelques tables derrière moi? Je n'avais pas encore remarqué, et quelques tables derrière elle se trouvait un Belge, un blanc, avec un appareil dans son oreille, comme ça, un draadje, un fil qui sortait de son oreille, c'est-à-dire c'était quelqu'un de sûreté de l'État. Et c'est à ce moment qu'elle me racontait déjà qu'au moment qu'elle était arrivée en Belgique, que la sûreté de l'État belge l'avait pris sous la protection, et que tout le travail qu'elle faisait en Belgique à ce moment, elle était conduite avec un Mercedes blindé, avec un Mercedes blindé. Elle était conduite d'une personne à l'autre, et qu'il y avait toujours quelqu'un avec elle. Ça indiquait évidemment déjà qu'elle n'était pas en train de faire quelque chose, un petit travail amateur, mais que c'était très sérieux ce qu'elle était en train de faire. L'année après, l'année après, je pense, un collègue de Belang van Limburg a fait connaissance de cette situation, je veux dire la protection par la sûreté de l'État. Il a sorti un article là-dessus, qu'il a vérifié avec moi d'ailleurs, et j'avais pu confirmer ce que lui il avait appris déjà. Bon, seulement pour vous indiquer qu'elle a fait son travail d'une façon, quant à moi, très très sérieuse. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? On a entretenu les contacts, et dès que je savais que l'éditeur en Hollande était prêt à éditer le livre,
j'ai envoyé un petit message à Judy pour dire, écoute, parce que je n'avais pas vérifié avec elle avant, je voulais jouer le jeu d'une façon très nette, très transparente. Je ne voulais pas faire semblant non plus vis-à-vis l'éditeur en Hollande que j'étais en connivence avec elle. Je voulais lire le livre ou son texte d'une façon le plus indépendante possible. Mais j'ai quand même pu lui envoyer, j'ai quand même voulu envoyer un message à Judy pour dire, écoute, l'éditeur est prêt à l'éditer et moi je vais veiller que cette traduction est faite d'une façon professionnelle, qu'il n'y a pas des irrégularités ou des choses qui ne sont pas bien traduites ou des choses comme ça. C'est là où on est arrivé maintenant. Le livre, naturellement, pour moi, en fait, le plus important, et vous savez peut-être qu'entre-temps, ce fameux rapport de 2003 du TPIR est sorti aussi par un site en France, et maintenant ça circule. Judy n'avait pas pu publier ce rapport comme tel dans son livre, parce qu'à ce moment, elle l'avait reçu en toute confiance d'une personne et elle ne voulait pas brûler ses sources, comme on dit chez nous dans le monde journalistique. Mais pour moi, le plus important du livre, ce sont les deux rapports du TPIR. Parce qu'en fait, ce qu'elle a fait, c'est un peu parallèlement. Elle était déjà en train d'interviewer beaucoup de témoins. Les premiers témoins qu'elle a interviewés, je veux dire des témoins de crimes par l'FBR depuis 90, depuis la guerre d'octobre 90, jusqu'en 98-99 environ. C'est là plus ou moins que le livre s'arrête, mais avec une fin ouverte, parce que ça ne s'est pas arrêté comme nous savons tous. Alors, elle était déjà en train, avant d'avoir reçu les rapports du TPIR, elle était déjà en train d'interviewer des témoins directs, c'est-à-dire aussi bien des survivants des crimes par l'FBR que des personnes qui étaient impliquées dans les crimes, qui les avaient commis eux-mêmes aussi, hein. Par exemple des militaires FBR qui entre-temps s'étaient enfuis, même des gens sur un certain niveau et qui vivent en cachette. Et elle avait aussi pu vérifier le travail des juges espagnols, mais elle n'avait à ce moment pas encore reçu les rapports du TPIR, les deux rapports 2003 et 2004 ou 2005, si je me rappelle bien. Mais celui de 2003 est le plus important. Et ce n'est que c'était au moment qu'elle a reçu ce rapport de 2003, je ne sais pas si, sans doute entre vous, il y en a qui ont déjà pu le lire, mais ce rapport, c'est incroyable qu'un tel rapport a été rédigé au sein du TPIR sans qu'il y a des suites à ce rapport, parce qu'il y a des éléments dedans qui sont tellement clairs. Il y a aussi des gens qui sont nommés dans le rapport qui sont approchables. Il y en a même qui se trouvent ici en Belgique. Alors, c'est possible pour le TPIR ou pour n'importe quelle instance juridique d'utiliser ce matériel pour poursuivre des coupables ou des considérés coupables, mais ça ne s'est pas passé. Alors pour moi, pour finaliser, s'il y a occasion, je reste encore, si vous voulez encore poser des questions ou après, ça je laisse aux organisateurs. Je voulais seulement dire que pour moi, ce qui fait le livre tellement fort, c'est le fait que c'est une combinaison des sources, aussi bien des sources directes, témoignages, parce qu'il faut bien savoir évidemment que si nous, en tant que journalistes, si nous interrogeons une personne, nous ne pouvons jamais savoir si cette personne dit la vérité. Parce que cette personne n'est pas obligée de dire la vérité à nous, journalistes, je veux dire nous, aussi bien Judy que moi, que tant d'autres journalistes. Il faut toujours être très prudent, il ne faut pas mélanger les vérités, comment dirais-je, journalistiques avec les vérités juridiques. Hein, parce que devant un cours, et Maître Flamme évidemment connaît beaucoup mieux que moi, il y a beaucoup d'autres éléments qui jouent. Hein, il y a cette vérité juridique qui joue. Alors ce que Judy a fait,
c'est en fait, elle a pu avoir accès à ce rapport juridique qui, naturellement, n'est pas le résultat d'un procès devant un tribunal, pas du tout, ce n'est que le premier pas. Mais les témoins qui ont témoigné dans ces rapports du TPIR l'ont fait sous serment. Ce qui ne veut non plus dire qu'ils ont dit toute la vérité, ça je ne veux pas dire, mais sur le niveau journalistique, c'est quand même quelque chose d'un très haut niveau. Et ça, en combinaison avec d'autres rapports que beaucoup d'entre nous connaissent, comme le rapport Gersony par exemple, mais il y en a encore d'autres, et les interviews qu'elle a fait elle-même, ça me rend, c'était aussi des arguments que j'ai utilisés vis-à-vis de l'éditeur hollandais pour donner l'avis, le conseil d'éditer cette version en néerlandais. Parce que c'est rare qu'on a des travaux de journalisme, de recherche qui sont fondés sur des fondements tellement solides. On sait que ce n'est pas évident de faire sortir ah oui, ça peut-être, c'est peut-être intéressant de savoir pour ceux qui ne connaissent pas le néerlandais. Le titre en néerlandais n'est pas comme en anglais In Place of Blood. En néerlandais, c'est de waarheid over Rwanda, la vérité sur le Rwanda. Ce qui est évidemment un titre encore un peu trop peut-être prétentieux. Parce qu'évidemment, c'est de waarheid over sur, c'est le sous-titre, le régime de Paul Kagame. Ce n'est pas, elle n'est pas du tout un négationniste du génocide du Tutsi, pas du tout. Maintes fois dans le livre, elle mentionne les génocides sur les Tutsis, etc. Mais évidemment, le livre n'est pas sur tout ce qui s'est passé. Le livre met l'accent sur ce qu'on ne sait pas. Parce que tout ce qui est étudié déjà sur le génocide sur les Tutsis, c'est assez bien connu, c'est bien étudié. Il y a le travail du TPIR, il y a les Gachacha, il y a beaucoup de choses. On peut en discuter si c'est toute la vérité, oui ou non, mais de toute façon, il y a beaucoup qui est connu. Ce qu'elle a fait, c'est peut-être que le titre aurait été mieux l'autre vérité du Rwanda ou quelque chose comme ça. Mais bon, hein, c'est la maison d'édition qui décide sur les titres. Voilà, ça c'est ce que j'ai voulu dire sur le livre de Judy, et si après on a l'occasion, je vais aussi volontiers répondre aux questions. Et on l'applaudit. Extraordinaire. Et je n'ai vraiment pas de mots assez forts pour féliciter Madame Judy Reva, que j'ai rencontrée à Sherbrooke au Canada. Elle habite en fait à la frontière avec les États-Unis, mais elle est québécoise. Son livre qu'il a publié, In Praise of Blood, c'est l'une des œuvres qui peut vous permettre à comprendre réellement les crimes commis par le FPR. N'est-ce pas? Et pourquoi je le dis même avec beaucoup d'émotion. Ce travail a été fait par un étranger, et si vous préférez, une étrangère. Aucun Rwandais, y compris moi-même, n'a pu produire un travail égal à celui de cette dame. Une recherche qui s'est étendue presque sur 20 ans. N'est-ce pas? C'est une petite femme qui parle doucement, mais très intelligente. N'est-ce pas? Alors j'en profite pour féliciter le journaliste Verlinga, qui connaît très bien le Rwanda, n'est-ce pas? Et qui l'a épousé d'ailleurs. Maintenant, il a épousé notre fille, qui lui raconte toutes les histoires qui puissent intéresser, pas seulement son mari, mais qui peut intéresser les autres Belges. Parce que ce qui nous arrive, c'est que nous ne savons franchement pas nous exprimer. Surtout par la lecture, pas du tout. Ce n'est pas l'affaire des Rwandais. Donc, je vous félicite. Franchement, sans rigoler, je tenais à féliciter Madame Judy Reva, à laquelle j'ai transmis les documents que vous connaissez tous, n'est-ce pas, qui nous avaient été transmis par le regretté prêtre, ou Monseigneur même, ça s'appelle comment? Svoman, hein?
C'est combien? 28 ou 18 000 personnes tuées à Gitarama. Mais c'est une petite période. C'est une petite période. C'est juste sur 3 mois. S'il vous plaît. Personne n'en parle. Le monsieur maintenant qui voyage, il a 3 avions maintenant, Gulfstream. Il se promène dans l'air là, partout. Hier, il jouait au basket. À la NBA. N'est-ce pas? À la NBA. Vous comprenez? Tranquillement. Un tueur reçu à la Maison Blanche, reçu par la reine d'Angleterre, reçu aussi par le pape. Tous connaissant les crimes qu'il a commis. C'est une insulte pour nous. Vous comprenez? Alors moi, je tiens à vous demander, si même vous ne savez pas lire l'anglais, mais ceux qui peuvent lire l'anglais, et même le flamand ou le néerlandais, achetez, s'il vous plaît. Achetez au moins pour essayer de financer un peu, pour que les gens connaissent votre histoire. Si vous ne savez pas lire, offrez à certains amis, n'est-ce pas? Bref, payer le travail bien, avec l'argent tiré du sang, avec le pouvoir tiré du sang aussi, n'est-ce pas? Alors il appartient aux Rwandais maintenant de prendre la relève et d'essayer de combattre, sur tous les plans, politiques et d'autres choses dont je ne voulais pas raconter ici. Je vous remercie. Au rapport Origan, Michael Origan. Je confirme, moi je peux deviner assez facilement la personne qui a transmis le rapport du TPR. Les 3 signataires là sont déjà bien connus. C'était une petite équipe, l'équipe qui s'occupait des crimes du FPR, qui a fait un excellent travail. Il y a des noms, c'est sur le rapport. C'est Jean Bastarache, le Canadien, et Amidou Maïga qui était le chef à un dernier moment, malien. Et puis il y a un Tunisien qui s'appelle Mohamed Régé. Voilà, c'est les 3. Bon, bref, ils ont fait un excellent rapport, ils ont fait du bon travail. Et les gens s'imaginent souvent en disant tout a disparu avec le départ de Kara Del Ponte, là nous sommes peut-être en 2004. C'est pas vrai, parce que tout simplement cette équipe, cette petite équipe qui avait fait un bon travail, a tout simplement été empêchée de travailler en 2002. Et ils étaient là, ils venaient au travail le matin, et comme on leur avait empêché de travailler, leur travail c'était le terrain, et la Belgique, partout ils pouvaient trouver un témoin. Ils ont fait un excellent travail, mais en 2002 déjà, stop. C'était sous Kara Del Ponte. Qui a fait la pression? L'ambassadeur Pierre-Richard Prosper, vous le voyez, celui qui s'occupe des crimes contre l'humanité, de 2001 à 2005, sous Bush. Donc les Américains ont mis une énorme pression sur Kara Del Ponte et l'ont un tout petit peu, lui ont un tout petit peu menti en lui disant écoutez, attendez un tout petit peu, en attendant de la licencier en fait. En attendant de la licencier. Et là, oui, en attendant de la licencier. Finalement, ce fut le cas. C'est un dossier que je connais très bien. Ah bon, ces gens, cette équipe qui a fait un excellent travail, il n'a manqué que la volonté de poursuite. Les Américains et les Anglais. L'interdiction. C'est l'interdiction, oui, oui. Merci de préciser. Oui, c'est ça. Non, on n'a pas autant de mots que les avocats. Hein. L'interdiction de poursuite, c'est ça qui a eu lieu, mais elle ne s'était pas prononcée. Elle a été, disons, concrétisée avec la venue de... Bon. Oui, c'est ça, j'allais dire. En fait, vous avez dit que vous étiez du côté de la défense. Moi, j'étais du côté du bureau du procureur, oui, je sais, comme expert consultant et comme expert témoin. Je suivais tout. Vous avez connu Ourigan? Non. On était ensemble à Kigali, mais je ne l'ai pas connu personnellement. Il y avait beaucoup d'Australiens, mais bon, on se côtoyait, on était nombreux, mais je ne l'ai pas connu personnellement. Ça signifie que je l'ai vu, on a dû se voir, on a dû se saluer, mais je ne l'ai jamais connu personnellement. Je ne savais pas ce qu'il faisait en plus. Parce qu'au départ, il y avait des Australiens qui ont fait aussi un bon travail, et mieux ceux qui sont finalement partis. C'était sous Louise Arbour, effectivement. Et j'étais à Kigali. Et j'ai dû m'enfuir de Kigali pour aller à Arusha, justement, parce qu'il y avait des pressions aussi sur moi, ça commençait. Bref, il y a un excellent travail. Heureusement qu'il y a eu du Deliver, effectivement, qui a pu obtenir ce rapport.
Mais je peux vous dire que dans ce milieu, on disait, Joseph, ne t'inquiète pas, parce que l'OFP a tout. L'OFP a fini par placer absolument dans le bureau du procureur le chef de poursuite, d'origine ougandaise, il s'appelle Richard Karegesa. Oui. C'était Kigali, placé comme chef de poursuite, numéro 3 du bureau du procureur. Le procureur lui-même, c'est-à-dire on a chassé Kara Del Ponte, on a amené à Sanjaro, Kigali. C'est comme si c'était clairement. Et les archives, même si les crèmes que les archives à Kigali, mais ils ont tout. C'est eux qui le gèrent depuis longtemps. Et puis, ce que je voulais dire, heureusement, ces braves gens avaient dit, on sait bien qu'ils ont tout, mais on a gardé des choses en réserve. On les publia nous-mêmes, comme ça, clandestinement. C'est ce que c'est tellement, moi j'ai compris en voyant ce livre. J'ai dit, la chose qu'ils avaient promise vient de se concrétiser. Et ça, c'est très important. C'est à vous autres. Effectivement, c'est un rapport qui est solide. Effectivement, qui fait froid au dos. Et lorsque... ces histoires là-bas des gens qu'on voyait dans le lac Victoria, les mains attachées au dos. C'est par là, c'est avec eux que j'ai appris que carrément c'était la signature d'FPR. Quand je travaillais justement sur les Interahamwe, on m'a dit non, ça ce ne sont pas les Interahamwe. Si tu vois les gens attachés les mains dans le dos, ça c'est les crimes d'FPR. Quelqu'un m'a dit que c'est il y a une rivière là-bas, à Tiamutara. Il y a quelqu'un de là-bas qui m'a dit qu'il y a une rivière. Dans cette rivière, les gens ponctués qui venaient là de Nyachonga, ça coulait, ça va dans Nyabogobo et ça finit dans le lac Victoria. Ça, je ne savais pas. Cette géographie-là, je ne la connaissais pas. Tout récemment. Alors, ça, on m'avait demandé d'identifier parce que moi, je traitais des éléments vidéo. J'ai fait un rapport de plus de 400 pages sur les éléments vidéo exploités. On voyait notamment ces corps dans le lac Victoria, et les mains attachées. Bon, on les a repêchés. Ce sont des Tutsis, c'est faux. C'est totalement faux. Donc ils ont fait un bon travail, c'est ce que je voulais dire. C'est à vous, à nous autres, à nous tous, de réclamer justement cette chose qui a été tue alors qu'elle est bien documentée. Merci beaucoup. Je voulais dire seulement une chose, parce que vous dites avec les bras sur le dos. Ce n'est que tout récemment, maintenant que j'étais en train de faire des sujets à l'occasion de Kwibuka 25 pour la VRT, que je suis tombé sur des images de Gahini et je ne savais plus où ça se trouve exactement. J'avais demandé à mon ami Faustin et c'est très... mais je ne connais pas la date exacte de ces images. Je ne sais pas, dans nos archives, la date n'est pas... Je voulais dire seulement une chose, parce que vous dites avec les bras sur le dos. Ce n'est que tout récemment, maintenant que j'étais en train de faire des sujets à l'occasion de Kwibuka 25 pour la VRT, que je suis tombé sur des images de Gahini et je ne savais plus où ça se trouve exactement. J'avais demandé à mon ami Faustin et c'est très... mais je ne connais pas la date exacte de ces images. Je ne sais pas, dans nos archives, la date n'est pas indiquée. Mais moi, je pense que c'est quelque part fin avril. Alors, sur ces images, on voit clairement, et si vous regardez le sujet que j'ai fait pour le journal télévisé du 6 avril, le samedi, oui, le samedi le 6, c'est un petit sujet, mais vous voyez les images dedans. Et sur ces images, on a d'une part, on a les morts qui sont là, qui sont éparpillés partout comme ça, enfin, c'est horrible, mais c'est comme ça, et qui ont été gonflés avant et qui sont dégonflés après. Moi, j'ai eu l'expérience au Burundi, on en a 3, que ça prend quelques jours. Alors, après quelques jours, on a gonflé et dégonflé dans le climat tropical. Et à côté, on a sur l'un à côté de l'autre, vraiment très très bien étalé, on a des morts avec les bras derrière le dos et des morts clairement frais. Et on voit sur les images que la peau n'est pas abîmée. Et ça, vraiment... Et ces images, je ne connaissais pas. Je connaissais les images, il y a des images du 14 mai
qui sont filmées par Reuters, par l'agence Reuters. Et ça, ce sont des images, mais je me rappelle plus exactement l'endroit par cœur, je l'ai dans mes archives. Mais ça, ce sont des images qui ont été filmées par une équipe qui est partie depuis la Tanzanie et Rusumo, pris par l'FPR, pour montrer voilà, ce que les Interahamwe ont fait. Et sur ces images, on a en fait la même chose. On a des morts, de vieux morts, et on a des morts frais. Mais ce qui est aussi remarquable, c'est que dans ces images, on a un homme qui est assis parmi les morts, avec du sang sur lui-même, qui donne un témoignage en disant, voilà, ce sont les Interahamwe qui sont passés ici. Et il parlait l'anglais. Il parlait l'anglais. Et je me rappelle très bien que quand j'ai reçu ces images, j'étais à la rédaction, je parle maintenant de 94, j'étais un jeune journaliste, et quand j'ai reçu ces images, immédiatement à ce moment déjà, j'ai dit aux collègues, ça pour moi, ça je ne comprends pas. Parce que j'avais déjà voyagé au Rwanda avant, parce que j'étais le porte-parole du ministre de la Coopération au Développement de 89 jusqu'en 91, et c'est dans cette fonction que j'avais déjà voyagé dans le pays, et trouver quelque part dans un village quelqu'un qui parle l'anglais, dans ce temps-là, bon, c'est toujours possible évidemment, hein, tout est possible, mais moi je me rappelle que j'ai dit à mes collègues à ce moment, c'est comme s'il y a eu une attaque terroriste dans un petit village en Flandre et on trouve un témoin qui parle la russe. Oui, c'est quelque chose comme ça. Je veux encore ajouter, mais je suis en train de penser, c'était quelle date? Je pense ce sont des images de 21 ou 22 avril. Et ça, ce sont des images du nord, côté de Byumba, qui ont été filmées par une équipe qui est venue de l'Ouganda, aussi par une agence, je pense que c'était aussi Reuters. Et là, c'est la même chose. On a les morts, on a un témoin, le témoin parle l'anglais. Et ce sont des indications, évidemment, que même à ce moment, même déjà à ce moment, c'était une campagne pour déformer la vérité. De nouveau, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de Tutsis qui ont été assassinés. Hein. Et soyons, parce que sinon, s'il y a quelqu'un qui filme, et voilà, demain, ça se trouve quelque part. Moi, je ne suis pas négationniste. Il y avait un avocat à Arusha, John Floyd, qui défendait Hassan Geze. Il voulait aller jusqu'au bout. C'était un des certains avocats voulaient aller jusqu'au bout. Il y a un Écossais qui voulait le faire aussi, qui voulait remonter jusqu'à l'administration Clinton et qu'on a retrouvé mort en Écosse dans des circonstances tout à fait inexpliquées, pour vous dire que à la limite on tue même des avocats. Mais John Floyd, à certains moments, face au sabotage par même le siège, le sabotait, parce qu'il avait dit, écoutez, vous me donnez des extraits de journaux, mais ça ne m'intéresse pas, je veux voir le journal entier et tous les journaux d'avant et traduits. On lui a répondu qu'il n'y avait pas d'argent pour traduire tout ça, pour vous dire comment ça marchait. Donc John Floyd a organisé une conférence de presse à New York, au siège des Nations Unies, où Kofi Annan était présent. Et out of the blue, il a demandé à Kofi Annan, mais le rapport Hourigan, vous l'avez? Et Kofi Annan, pris au dépourvu, a dit oui. Alors on aimerait bien que vous nous le communiquiez. Et Kofi Annan, pris au dépourvu, a dit oui, je vais le faire. Il l'a fait, mais c'était trop tard pour l'utiliser dans le procès de Hassan Geze. Il était tellement connu, John Floyd, que je lui ai demandé, c'est le seul personnage dans la deuxième partie de mon livre que je mentionne sous son vrai nom, parce que j'ai créé, pour pouvoir parler librement, j'ai créé un procès fictif avec un accusé fictif qui s'appelle Aristide Mutaganda. J'ai fait de lui un mix
des parents, une mère Tutsi. Donc j'ai voulu montrer que même l'accusé est victime. Victime, accusé, tout ça s'est mélangé. Tout le monde était victime au Rwanda, dans un certain sens. Et donc, je l'ai mentionné dans mon livre sous son vrai nom. J'ai demandé évidemment son autorisation. C'est quelqu'un qui m'a très fort impressionné. On l'appelait le lion du prétoire. Et il a tout de suite été visé par Kagame. Kagame l'a interdit d'encore venir au Rwanda pour donc visiter ses témoins. Et à certains moments, il avait des gardes-corps parce qu'à Arusha, il y avait des agents qui observaient tout, qui suivaient à la limite des avocats. Donc, nous avions, je ne dis pas qu'on avait peur, mais quand même, on se sentait visé. Je voulais ajouter cela. Il y a évidemment le rapport Gersony, bien avant encore. Et donc, venir nous dire qu'il n'y a pas de preuves. Écoutez, en justice, il y a le témoignage qui est important puisqu'il se fait sous serment. Nous savons tous qu'il y a des témoins sous serment qui mentent, en Belgique aussi. Mais les juges en Belgique, il a prêté serment, il dit la vérité. Et donc les avocats en Belgique n'ont pas le même système que les anglo-saxons. Les anglo-saxons font eux-mêmes dans la défense des enquêtes, ce que nous ne faisons pas, et confrontent alors le témoin avec ce qu'ils ont trouvé. Mais donc, pour vous dire que c'est quand même, sur le plan judiciaire, parfois compliqué aussi. Voilà.